Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été, un condensé de l'actualité préparé par les équipes du Grand JT des Territoires. Regardez. À une centaine de kilomètres de Venise, au cœur des Dolomites, bienvenue chez Telios, une manufacture de lunetterie de luxe dont le nom ne vous est peut-être pas familier, mais dont les marques sont mondialement connues. Dior, Céline, Fendi, Givenchy, Bulgari, la manufacture s'est récemment agrandie d'un nouveau module de 20 000 m², doublant ainsi sa superficie. Nous inaugurons ce bâtiment que nous avons acquis il y a 1 an et demi. Au cours de cette année et demie, nous l'avons transformé pour en faire notre pôle d'excellence dans la production de lunettes en métal. Le cycle complet de la production de lunettes en métal va de pair avec la première manufacture de Telios qui se trouve ici à 50 mètres et qui est maintenant totalement dédiée à la production en acétate. Il s'agissait d'un choix conscient, d'un projet ambitieux mais aussi durable. Toutes les lunettes de ces célèbres maisons du groupe LVMH sont fabriquées ici, dans la région de la lunetterie italienne. L'histoire de la lunetterie en Italie a commencé ici. Les plus grandes entreprises de ce secteur ont toujours eu leur siège ici. Donc, pour l'économie de Longarogne, la province de Belluno, ce secteur a un savoir-faire extraordinaire et très précieux. Ce site unique permet de maîtriser chaque étape de la fabrication de lunettes jusqu'à la distribution, en étroite collaboration avec les maisons du groupe, pour que chaque marque garde sa propre identité. Le meilleur exemple était le développement de Céline, où à un certain moment, le designer a décidé que les lunettes étaient partie intégrante de la silhouette et l'a mise fortement en avant. Et Telios a collaboré pour être sûr que le produit que le designer avait décidé de mettre au centre de la silhouette de la marque était de nouveau qualitatif impeccable. Le marché de la lunette est actuellement en pleine croissance dans le monde. Avec l'extension de sa manufacture italienne, le groupe LVMH mise sur la lunetterie qui confirme chaque jour son nouveau statut d'accessoire de mode. Allez, je vous emmène maintenant à Rome, dans le monde très feutré de la haute joaillerie. La maison Bulgari s'est imposée comme une icône du luxe italien. Depuis maintenant 12 ans, c'est Lucia Silvestri, grande spécialiste des pierres précieuses, qui en est la directrice artistique. Elle nous explique la particularité des bijoux Bulgari, une des maisons emblématiques du numéro 1 mondial du luxe, LVMH. J'essaye spontanément de trouver l'harmonisation avec ces couleurs que j'ai sur la table. Et peut-être que j'ai des couleurs en tête, mais quand je bouge les pierres, je joue avec les pierres, parce que j'aime dire que je joue avec les pierres, je peux changer d'avis et donc je n'ai pas vraiment de combinaison préférée. À chaque fois, cela se renouvelle et on peut voir quelque chose de différent et de nouveau, mais cela change toujours un peu. Surproduction, arrachage des vignes, vente à perte, ce n'est malheureusement plus une surprise. Les vins de Bordeaux affrontent aujourd'hui une crise historique. La plupart des domaines sont en difficulté et certains viticulteurs sont surendettés aussi. Et pourtant, en parallèle, les lieux dédiés à l'œnotourisme ne cessent de séduire les amateurs et les curieux. Un reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Yvan Banchy. C'est l'un des emblèmes de la ville. Un monument incontournable pour les habitants et les touristes venus du monde entier, qui connaît un succès florissant. La Cité du Vin vient de franchir la barre des 3 millions de visiteurs, grâce à une année 2024 au-delà des prévisions. Nous avons accueilli 415 000 visiteurs du monde entier, tout de même 10% de Bordelais, 53% d'étrangers et le reste des touristes de toute la France. Au milieu de cette réussite, la filière viticole traverse une crise sans précédent. La consommation de vin rouge a chuté, moins 30% en 10 ans, et les prix n'ont jamais été aussi bas. En général, sur les vins de consommation, la baisse de prix, elle est de 30%, on va dire. Le problème, c'est que c'est des vins sur lesquels, c'est les 30% sur lesquels on ne peut pas réduire. Coûts de production en hausse, arrachage des vignes, surproduction. Les difficultés s'enchaînent et n'épargnent personne. Même ce courtier en vin,
qui tente tant bien que mal de limiter la casse auprès de ses clients fidèles. Ce vin est référencé dans une grande enseigne de distribution, c'est un Bordeaux supérieur, on en fait environ 100 000 bouteilles par an. Ce vin continue à être vendu à un prix stable. Mais si la nouvelle peut ravir les consommateurs, les professionnels, eux, ne s'y retrouvent plus. Or, en 3 ou 4 ans, vous imaginez bien que les prix de revient ont augmenté. Il y a eu des événements climatiques qui ont fait que la production a baissé sur la propriété et par conséquent, même en restant au même prix, la propriété ne gagne plus d'argent. Aujourd'hui, 95% des domaines sont en difficulté. Dans le cadre du plan d'arrachage lancé par l'État, le vignoble bordelais sera réduit de 8%, soit 8000 hectares. Seul point positif pour la filière, si le volume de vin a diminué, le ticket moyen, lui, a augmenté. En France, selon plusieurs études, les côtes sableuses reculent jusqu'à 1 mètre par an à certains endroits. De nombreuses habitations sont menacées, obligeant les élus à trouver des solutions. Dans le Finistère, vous allez le voir, 2 maisons viennent d'être détruites pour prévenir d'éventuelles submersions marines. Une première en France. Explication avec ce reportage de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Un premier coup de pelle et peu à peu, la maison est démolie sous les yeux des habitants du quartier. Je pense que c'est un peu excessif. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas ce que les gens auraient pu faire. Mais bon, c'est toujours désolant de voir ça. Pour la maire de la commune, cette décision était difficile à prendre mais nécessaire. Un drôle de sentiment, un sentiment un peu d'impuissance aussi. C'est une résidence secondaire qu'ils avaient. C'est une acquisition en fait pour préparer leur retraite. Pour madame, c'était un crève-cœur, ça je sais. Et d'ailleurs, ils ne sont pas présents aujourd'hui, ils avaient dit qu'ils ne viendraient pas. Cela fait maintenant plusieurs années que la dune qui protège le quartier de Lehan ne cesse de reculer. Alors la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud a pris une décision, racheter au prix du marché cette maison concernée par un risque de submersion marine. Le coût de l'opération est estimé à 2 830 000 €, en partie financé par l'État. Pour les élus, il est important d'anticiper les risques. Mois après mois, semaine après semaine, les phénomènes tempétueux sont plus marqués, que la hausse du niveau de la mer est vraiment là. Enfin, voilà, aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut mettre son mouchoir sur le sujet. On a écouté les gens, on a passé du temps avec eux. On a essayé de faire du cas par cas, ce qui fait qu'il y en a 4 qui, d'ici à mi-octobre, auront disparu, 3 qui vont rester mais qui vont partir dans les 2 ans qui viennent. C'est bien parce qu'on a fait du sur-mesure. La déconstruction des maisons est la première étape du plan de prévention des inondations à Tréfiagat. À terme, 2 digues seront construites pour protéger les autres habitations du quartier. Les travaux devraient démarrer à la fin de l'année 2027. Qui n'a jamais cassé ses lunettes? Un moment particulièrement gênant, surtout quand les réparations prennent plusieurs semaines. Alors pas de panique, un opticien qu'on va vous présenter maintenant propose de créer en seulement 15 minutes une paire de lunettes 3D. Regardez ce reportage de Vosges Télévisions. Une innovation fait son apparition chez les opticiens. Ici, chaque mois, plus d'une dizaine de montures cassées par des clients maladroits sont retournées aux fabricants pour réparation. Un délai de 2 à 3 semaines est constaté généralement, ce qui peut paraître long pour le porteur de lunettes. En attendant, depuis quelques semaines, cette boutique propose de confectionner une monture adaptée au verre grâce à une imprimante 3D. Dans les Vosges, c'est à Saint-Dié que cette franchise a décidé de tester ce nouveau service. Si on a un client qui arrive avec une monture cassée, de prime abord, ce qu'on faisait, c'était qu'on allait essayer de trouver quelque chose pour réparer un petit peu, mais qui n'était pas forcément la même branche, la même face. On essayait d'un petit peu d'arranger, mais c'était pas forcément quelque chose de très qualitatif, entre guillemets. Et là, simplement, le client arrive, on lui dit simplement qu'on peut faire une impression 3D, et on va lancer l'impression directement, et en un quart d'heure, c'est fait. Confectionné en amidon de maïs et recyclable, le fil de la couleur choisie dessine peu à peu la forme souhaitée. La plupart des verres peuvent s'installer sur ce type de monture. On a une bonne souplesse du matériau, donc même en cas de choc, il n'y aura pas de casse plus que sur une monture standard. Et nous avons même des charnières flexibles qui vont permettre de pouvoir les mettre sur la tête ou de les retirer à une main sans risque de déformation. Pas de quoi toutefois faire de la concurrence aux lunetiers. L'amidon de maïs s'assouplit avec le temps. Ce service facturé 15 € permet essentiellement de patienter en attendant le retour de la paire d'origine ou d'obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo pour un changement d'optique.
Le café est l'une des boissons préférées des Français. Près de 80% d'entre nous en consomment quotidiennement. Mais le saviez-vous, cette boisson pourrait permettre de vieillir en bonne santé. Une récente étude menée par des chercheurs américains démontre les vertus de ce breuvage. Via ATV en Martinique a donc voulu en savoir plus. Reportage sur place à Fort-de-France, regardez. La plupart des Martiniquais sont en tête-à-tête avec lui au réveil. Il s'agit bien sûr du café. À l'hôtel Impératrice, il est l'incontournable boisson chaude du matin. La première boisson qui est commandée, ce sont les cafés. Les courts, en particulier, qu'on appelle aussi les expressos. Et dans un deuxième temps, un allongé si la personne préfère quelque chose de plus léger. Et ça n'est pas Laurent qui dira le contraire. Depuis mon enfance, ma grand-mère préparait le café tous les matins et ça reste une habitude. À quelques mètres de là, Antoine et son café court. Le matin pour moi, c'est espresso, éventuellement 2 ou 3. Et si ces petits grains de café avaient des effets positifs sur le vieillissement? C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par des chercheurs rattachés à l'université d'Harvard et de la faculté de médecine de l'université de Toronto. Pour ce torréfacteur, les vertus sont nombreuses. Pour déjà réduire les risques de maladies neurodégénératives comme le Parkinson et aussi l'Alzheimer. Aussi réduire le risque de diabète type 2 et c'est aussi porteur d'antioxydants. Des bienfaits confirmés par cette nutritionniste qui souhaite apporter une recommandation pour profiter des vertus de la caféine. Recommander du coup une consommation modérée de café, environ 3 tasses de café par jour qui correspondraient à 300 mg de caféine. Attention à l'excès de sucre qu'on va mettre dans son café et on évite de le consommer trop tard dans la journée pour limiter les insomnies. Un Français boit en moyenne 3 kilos par an de café, soit environ 500 tasses. Les Finlandais, en tête du classement, eux, en consomment le double. Voilà, sans liaison avec le sujet précédent, avez-vous déjà pensé à manger du foin? Marie-Christine est productrice de foin de Crau dans les Bouches-du-Rhône et elle cultive un foin aux incroyables vertus à la fois pour les animaux mais également des préparations culinaires comestibles pour nous les humains. Avec, vous allez le voir, des saveurs très étonnantes. Reportage de la Provence, Rudy Dahan. Être bête à manger du foin. Voilà une expression qui perd tout son sens une fois passée par le moulin de la Levade, à Salon de Provence. C'est la première coupe de ce foin certifié AOP et traditionnellement réservée aux chevaux de course. Ici, on a décidé d'en faire profiter le plus grand nombre, en commençant par les animaux de compagnie. Le foin de Crau est composé au minimum de 28 espèces végétales différentes. Et les obligatoires sont le dactyle pelotonné, le trèfle violet, le trèfle rampant et le fromental. Voilà le dactyle pelotonné. Il a ça. Nous, c'est une petite exploitation, on a 10 hectares. Mais en le développant, en faisant des petits paquets pour les petits animaux de compagnie, ça nous permet de valoriser davantage le produit. C'est un foin qui a une certaine valeur et donc il est surtout prisé par les chevaux de course parce qu'il est reconnu qu'il améliore leur performance. Les vaches laitières, il va augmenter la production de lait. Pour les brebis, pareil. Ce foin aux 1000 vertus est donc parfait pour les animaux. Du coup, Marie-Christine a décidé d'en faire profiter les êtres humains, parfois de manière plutôt originale. Vous avez donc aussi la gelée et le sirop qui, eux, sont préparés avec une décoction de foin. La gelée, c'est bon avec tout, du sucré et du salé. Ça va très bien avec les fromages. Ça va très bien aussi avec le foie gras. Et le résultat est surprenant, avec un goût faisant penser au miel et à la poire. En tout cas, bien loin de l'idée que l'on peut se faire du goût que peut avoir une simple botte de foin. Et puis tout à fait autre chose, la prolifération des rats dans nos villes. Un problème majeur car ces petites bêtes courent les rues et réussissent même à s'infiltrer dans nos habitations. La présence de rats devient un enjeu de santé publique. À Trappes, dans les Yvelines, la mairie expérimente une méthode écologique avec le recours à des furets et des chiens. Explication avec ce reportage de TV78, Grégory Canal. Une opération de dératisation s'apprête à débuter à Trappes. Pour la mener, la ville a fait appel à des recrues originales. Nous, on utilise des furets pour faire ça. Bon, c'est des furets de chasse, on va dire, mais c'est des furets qui sont habitués à être manipulés tous les jours par nous. Donc nous, voilà, il n'y a pas de souci, elles ne nous mordent pas.
Bon, vous verrez qu'avec des rats, c'est un peu différent. Ces furets dressés travaillent en équipe avec 2 chiens pour chasser les rats dans le mail Ambroise Paré. Ils ont déjà officié dans près d'une dizaine de villes en Île-de-France. On fait un tour un peu des lieux pour vérifier les zones qui sont ultra chargées. Donc ultra chargé, c'est le chien qui va nous le dire, avec son odorat, son excitation. Ensuite, on va faire un périmètre filé autour. On positionne, enfin on laisse rentrer les furets un petit peu en balade pour voir là où ils préfèrent rentrer. Et puis après, charge aux chiens de faire le travail une fois que les rats vont sortir. Avec cette technique, jusqu'à une centaine de rats peuvent être chassés en quelques jours. L'odeur laissée dans les terriers par les furets fait également fuir les rongeurs par la suite. Cette méthode, complétée par d'autres mesures, a pour objectif de limiter la population des rats. N'utilisant aucun produit, elle est considérée comme plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Un furet, la prédation, c'est son instinct naturel, on ne le force pas. Il se balade et au gré des trous, il va rentrer dedans pour vérifier s'il y a quelque chose et puis s'il peut s'amuser. Et le chien, c'est pareil, ça reste un jeu pour lui. On n'est pas agressif avec eux pour qu'ils puissent s'amuser à faire ça. Un chien peut tuer un rat en moins de 15 secondes, quoi. Donc comparé à des biocides qui peuvent être un peu plus longs, c'est quand même pas mal. Il y a également l'utilisation de la glace carbonique, qui est du CO2 congelé en gros, qu'on met dans les terriers et qui les rend inhabitables pour les rats, parce que c'est une substance qui est dangereuse pour leur santé. Et l'objectif vraiment, c'est de faire feu de tout bois, de tenter toutes les méthodes. Et même si ce jour-là, aucun rat n'a été attrapé, la ville ambitionne d'aller plus loin, créer une brigade environnement dédiée qui utilisera ses propres furets pour la dératisation. Tout à fait autre chose, connaissez-vous la quille de 8 ? C'est un sport traditionnel de l'Aveyron et figurez-vous que dans ce département, c'est le 2e sport en nombre de licenciés après le football. La Dépêche du Midi a donc voulu en savoir un peu plus sur ce sport très très populaire. Écoutons des pratiquants au micro de Léo Rébérol. Nos parents y jouaient, nos grands-parents y jouaient, nos enfants y jouent. Il y a de la compétition, mais on ne se prend pas la tête, surtout pas à ce sport. Voilà. Il n'y a pas d'argent, déjà. C'est très, très, très local et surtout très familial. Les joueurs commencent à la première ligne qu'on voit tout au fond, qui est 1 mètre et ils jouent que la boule. Le but étant de faire le maximum de quilles avec que la boule. Et après, dès qu'on commence à reculer aux distances, donc ils vont jouer 2 fois à 5 mètres, 3 fois à 10 mètres, 2 fois à 15 mètres et 1 fois à 20 mètres. Dès qu'on commence à jouer à ces distances-là, on a un premier coup où avec la boule, on doit venir frapper la quille. Donc la quille joueuse ou le quillou. Là, on est en train de marquer les quilles parce que chaque quille a sa place. Et on fait suivant le poids de la quille aussi. Et on met les légères devant, les lourdes derrière ou les cassées. Il peut y avoir des cassées aussi. Laissez-moi maintenant vous présenter Corinne, ou plutôt Coco. Cette super mamie de 66 ans repousse les limites du sport. Elle est championne internationale de CrossFit. Traction, musculation, montée de corde, rien ne lui fait peur. Et Puissance Télévision est partie à sa rencontre. Regardez. Il y en a qui disent avec l'âge on ne peut plus faire grand-chose. C'est pas vrai, hein. Ah, c'est pas vrai, on progresse toujours. Quand on se donne les moyens et quand on veut, on peut. La preuve, il y a des choses que je faisais pas il y a 6 mois, que je fais maintenant. Bon, on va aller en s'améliorant. À 66 ans, Corinne n'est pas vraiment une mamie comme les autres. Tricot, mots croisés et canapé ne figurent pas du tout dans son vocabulaire. Moi, c'est du sport, et du sport, et du sport. Le matin, le soir, c'est ce que je sais le mieux faire, donc je fais ça. Depuis 8 ans maintenant, cette retraitée meusienne est tombée amoureuse du CrossFit. Au départ, je suis partie pour 3 séances par semaine. Après, j'en fais une de plus. Et puis, il y avait des séances qui me plaisaient, donc j'ai continué. Puis après, j'ai pris un forfait illimité. Puis plus ça vient, je pense que ça devient une addiction. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Allez. Et à 45 kilos, ça fait une paire de mois que je ne l'ai pas faite. On verra si j'y arrive aujourd'hui. Tu vas, va en dessous, ouais. Yes. Alors voilà. Une forme physique hors du commun à son âge qui impressionne tous ceux qui la côtoient. Stop. Bon, ce sera bon pour aujourd'hui. Ouais, là c'est bon, là on relâche ça. Je vais me garder des forces pour la suite. Ça c'est pas fini, hein. Tous les jours elle se dépasse, tous les jours elle s'améliore, tous les jours elle m'impressionne. Et franchement, c'est une championne. C'est pas tous les jours qu'on a des personnes comme ça, aussi gentilles, aussi investies dans la discipline. C'est une personne adorable, Coco. Franchement, c'est une athlète au nord. C'est la mascotte, c'est notre mascotte à nous. C'est Coco, c'est notre mascotte. Elle représente la boxe. Ouais. Sandbag. Allez, let's go. Effectivement, quand je montre ça à quelqu'un qui a une 50aine d'années, même moins, hein,
Ils se disent, oh là là, mais t'es cinglée, t'es folle, à ton âge, tu te rends compte, tu risques de te faire mal. Bah, je me suis jamais blessée. Donc il suffit d'un bon échauffement, d'un bon encadrement, donc avec des bons coachs, et puis tout va bien. Hein. Allez, la corde. Oh putain, c'est lourd. En 2024, Coco figurait parmi les 50 meilleures athlètes mondiales de son âge. De quoi la rendre fière? Pas vraiment. Tout le monde me dit c'est quand même pas mal, c'est beau. Ouais, mais on peut mieux faire. On peut encore mieux faire. Je suis compétitrice, j'aurais bien aimé être la première. Et quant à savoir quand est-ce qu'elle arrêtera le crossfit? Ah ben, j'espère encore continuer une paire d'années. Hein. Ah oui, oui, non, mais en compétition, il y a des gens à 70 ans, ils sont très bons, même meilleurs que moi, hein. Largement même. Hein. J'ai l'intention de continuer, de progresser encore. Vieillir comme ça, oui, ok. Vieillir à rester à regarder la télé, non. Du sport maintenant dans ce journal. En Corse, une école innove avec des cours de boxe féminin pour débutantes. Encadrée par Laura Delogu, une boxeuse de haut niveau, les participantes apprennent les bases de la discipline dans une ambiance dynamique et motivante. Une initiative qui met la boxe à portée de toutes. On écoute tout de suite la sportive au micro de notre partenaire Télé Paese, la chaîne TNT de Corse. Comme à chaque cours, on apprend à bien mettre un direct, les coups de bosse, les crochets, les uppercuts. Et après, quand elles ont la technique, on commence à monter un petit peu plus en technicité et on envoie plus de coups. Voilà, tout à fait autre chose en France. On compte près de 350 circuits de karting sur des sessions de 10 minutes. Les amateurs de sensations fortes essayent de rivaliser avec les pilotes de Formule 1. Mais connaissez-vous le Super Elec Cross ? Ce parc est une adaptation du karting à la moto électrique, un concept unique présenté par Canal 32. Regardez, vroom. Des virages serrés, des bosses et du fun. Bienvenue au Super Elec Cross. L'idée, adapter le principe du karting à la moto électrique. Des sessions de 10 minutes, ouvertes aux pilotes chevronnés comme aux débutants, et 3 parcours à découvrir. On a 3 itinéraires différents et en fait l'idée c'est que les gens puissent passer d'un itinéraire à l'autre à leur guise pendant toute la durée de la session. Et donc chaque parcours a un thème. On a un parcours vert qui est plutôt large et roulant pour les débutants et qui va être assez rapide pour les confirmés. On a un parcours qui va être un peu typé BMX avec des bosses, des virages relevés, une petite série de whoops, donc c'est un enchaînement de petites bosses. Et on a un 3e parcours qui lui va être un peu plus technique. Son concept, unique en France, Julien Sanglé y croit. Lors d'un séjour à la montagne, il découvre les premiers modèles de motocross électrique. Après plusieurs mois de réflexion, il décide de se lancer et d'investir dans ce terrain laissé en friche. Ouvert il y a 1 an, le Super Elec Cross a déjà ses premiers habitués. Il espère maintenant attirer un public familial, mais aussi des événements festifs et des séminaires d'entreprise. Pour se démarquer, le site mise essentiellement sur les sensations. La motocross en format électrique en a sous le capot. C'est incomparable avec tout ce qu'on peut connaître. C'est incomparable avec une moto thermique notamment parce que c'est des motos qui sont extrêmement légères. On est sur des motos qui pèsent 63 kg, donc c'est vraiment très très léger pour une moto. Comme c'est de l'électrique, en fait, c'est très nerveux au démarrage. Pour vous donner un ordre d'idée, on est capable de faire un 0 à 50 km/h en 3 secondes 9, donc ouais, c'est très puissant. Le Super Elec Cross lançait sa 2e saison le 8 mars. Il sera ouvert jusqu'à l'automne. Il était une fois un boulanger et sa technique d'antan, Maxime façonne son pain comme au Moyen-Âge sans électricité. Une technique qui a fait la différence à la dégustation et qui a donc su séduire ses clients. Rencontre avec ce boulanger pas comme les autres, proposé par Moselle TV. Ici, pas de bouton ni d'électricité, seulement le feu, la patience et des gestes anciens. Maxime, passionné par la boulangerie depuis toujours, façonne son pain comme au Moyen-Âge. Ouais, ça tu peux mettre dedans, comme ça fera pas de flamme. Depuis que je suis ado, en fait, j'ai envie d'être boulanger. Et mes parents ils m'ont dit ouais, tu pourrais être boulanger, mais d'abord fais des études. Donc j'ai fait des études et puis finalement le travail que je faisais d'ingénieur m'a pas plu. Et j'ai dit par contre la passion de faire du pain, je l'ai toujours. Et donc j'ai commencé à en faire plus dans des fours électriques. Et après j'avais envie de passer à la suite, c'est-à-dire faire du pain comme à l'ancienne. Je me dis qu'à terme, c'est cool de revenir aux savoirs ancestraux, puisque tout ce qui est four électrique, c'est pas forcément éternel. Et pour arriver au résultat escompté, il faut s'y prendre à l'avance. Ce
qui va différer, c'est vraiment le temps aussi de chauffe. Quand on allume un four à bois, il faut s'y prendre 3 heures à l'avance. Il faut avoir du bois sous la main, il faut avoir découpé du bois. Après quelques pizzas pour lancer la chaleur, Maxime répartit les braises dans le four. La sole doit être bien chaude. J'aimerais qu'il y ait une chaleur uniforme dans tout mon four. Donc je vais tirer les braises. Puis vient le moment de débraiser. Il retire les braises, nettoie la pierre. Le dernier coup de balai pour être sûr. Et là on est bon. Et enfin, les pains sont prêts à être enfournés. Une technique qui fait la différence au moment de la dégustation. Il y a aussi un peu ce goût de feu de bois qu'on peut que retrouver dans une enceinte où il y a eu des cendres, où vraiment de la fumée est passée. Et donc c'est comme ça que c'est ce qu'on retrouve vraiment dans les feux de bois, dans les fours à bois traditionnels. C'est une belle fournaise, ça. Maxime viendra partager sa passion lors de l'événement « Il était une fois une ferme » à Center Parcs. Je vais faire une fournée, mais totalement ouverte. Je prépare ma pâte le matin, donc là tout le monde pourra venir pétrir. À midi, je préparerai probablement pizza et tarte flambée, on verra. Et après, à la fin, il y aura le débraisage, l'enfournement, le défournement, et à la fin une dégustation du pain qui sort, et on espère qu'il sera bon. Une activité d'autrefois qu'il exerce avec grande passion aux côtés des bénévoles et adhérents de l'association. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. J'ai été ravi de vous accompagner. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition.